Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Aude Valérie Jung. Bonsoir Aude Valérie. Comment Bonsoir vas-tu? Annelise. Très bien et puis ravie d'être là. Merci beaucoup de me permettre de participer à cette soirée. Et puis je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire en commun sur la thématique. Tout à fait, parce que ce soir, j'ai la joie de t'accueillir, toi qui travailles avec les hypersensibles, comme moi aussi. Donc déjà, j'aimerais savoir qui est avec nous et qui est hypersensible. Ensuite, est-ce que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien dans le chat pour savoir si tout marche bien? Et puis, Aude Valérie, tu vas nous parler de toi, de ce qui te passionne. Je sais que tu accompagnes des personnes, mais déjà que tu es une grande auditrice du grand changement, c'est ça? Tu me racontais tout à Tout l'heure à depuis fait. quand? Exactement. Donc moi, j'ai découvert le grand changement, je dirais en 2012. Pour moi, c'était vraiment la première web TV de référence où je passais mes soirées dessus, complètement Waouh! passionnée par les conférences et c'était vraiment une ouverture pour moi complète sur les données du monde. Et puis voilà, donc j'ai continué à suivre et là, je suis passée aujourd'hui de l'autre côté de l'écran. C'est génial. Vraiment, je te remercie d'être là. Ça fait plaisir qu'on ait des auditrices qui maintenant sont intervenantes avec nous pour nous parler des hypersensibles, des empathes, de la haute sensibilité. J'ai super hâte qu'on rentre dans le sujet. Donc, ça va être vivre sa sensibilité émotionnelle pour retrouver ou bien pour trouver sa souveraineté. Mais tout d'abord, Aude Valérie, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qui tu accompagnes pour qu'on sache un petit peu qui est avec nous ce soir? Tout à fait. Alors moi, j'exerce en tant que coach thérapeute, donc en libération émotionnelle, et je me suis ensuite spécialisée dans le domaine de la haute sensibilité et des hauts potentiels. Alors il faut savoir que pour moi, c'est une deuxième vie, parce que ma première vie professionnelle, en fait, j'étais dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc voilà, je suis ingénieure, docteur en sciences, je travaillais dans le domaine de la pollution de l'eau. Et je suis passée après, dans un deuxième temps, à l'écologie spirituelle. Alors, ça s'est fait sur tout un cheminement finalement, parce qu'en fait, moi, je suis née ultra sensible, hautement sensible ou hypersensible, ça dépend, D'accord. avec voilà des perceptions, des émotions qui me faisaient vraiment sentir en décalage par rapport aux autres, donc vraiment des toutes petites. Et je dirais, il y a surtout eu un passage à partir de mes 19 ans, où là, il y a eu une grosse crise existentielle avec beaucoup d'angoisse suivi de Ouais. dépression. Je me suis vraiment coupée des autres. Il y a eu beaucoup de phobie sociale. Et en fait, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que justement, je m'étais coupée de cette haute sensibilité. En fait, j'étouffais toutes ces sensations, toutes ces émotions qui étaient en moi. Je me suis lancée dans une carrière scientifique assez difficile, on va dire. Et Ouais. donc, en fait, voilà, j'étais coupée de certaines parties de moi. Donc, j'ai été amenée, à partir de mes 19 ans, à aller en fait à la recherche de qui j'étais vraiment. Donc, tout ce parcours en parallèle de ma carrière scientifique, en fait, qui est venu. Et ça m'a amenée à réintégrer ma sensibilité, en fait, à la fois dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de transmettre toutes ces expériences et ces connaissances à des personnes qui se retrouvent bloquées à la fois dans des croyances, dans des pensées, dans des émotions qu'elles n'ont pas pu exprimer, qui se sentent en fait dans cette différence et ce décalage avec le monde qui nous entoure. Ok. Alors, quand tu nous parles de libération émotionnelle, quel outil tu utilises pour libérer les émotions? Alors, pour moi, la première pièce du puzzle qui était sur mon parcours, c'était l'énergétique. Donc, je me suis d'abord formée à ça. C'est ce qui m'a, moi, personnellement servi au niveau émotionnel. Donc, l'énergétique, c'était notamment le Reiki. Mais après, j'ai la technique Bar Access Consciousness, par exemple. Et Ouais. ensuite, je me suis intéressée au voyage intérieur et plus particulièrement à l'hypnose, donc qui m'a aussi beaucoup apporté. Donc là, je me suis également formée à ce niveau-là. Et puis, je continue en fait tout le temps de me former. Là, j'ai une formation le mois prochain sur la PNL. Et je suis aussi certifiée pour faire passer les tests de quotient émotionnel. On va en D'accord. reparler ce soir. Passionnant. Donc, cette Ouais. notion d'intelligence émotionnelle, oui. Ok. Ce qui qualifie beaucoup les personnes au potentiel, surtout cette intelligence émotionnelle, plus qu'une intelligence juste les maths, le français et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, alors quand on parle de haut potentiel, très souvent, on entend le haut potentiel intellectuel, donc celui qui est testé finalement par le QI. Alors, sachant que aucun test pour moi ne détient la vérité sur nous-mêmes, c'est que des indicateurs, bien sûr, mais ça permet quand même d'avoir un peu une image du fonctionnement cognitif ou émotionnel. Donc, moi, c'est pas le QI, c'est le QE, parce que je pense effectivement qu'il y a vraiment un haut potentiel émotionnel aussi, en fait, qui existe.
Tout à fait. Merci de cette précision, c'est vraiment important. Alors, on a Luna, qui est une de mes clientes hypersensibles, qui est avec nous, qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Elle est au taquet, tu vas voir, Luna, elle nous raconte plein de choses passionnantes. Bienvenue, Luna. Et elle dit, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, une hypersensible, déjà, qui est là avec nous. Ok, génial. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la présentation ou est-ce qu'on démarre cette belle conférence? Non, je pense que je vais démarrer et en fait, je vais démarrer par quelque chose en fait qui me tient vraiment à cœur dans cette notion aussi finalement de libération émotionnelle et j'espère que ça va transpirer tout le long de l'exposé. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une notion derrière de liberté intérieure. C'est-à-dire que pour moi, vraiment être conscient de son potentiel sensible, ça va nous permettre aussi de retrouver notre souveraineté intérieure. Ok. Donc là, je partage quelques diapos, mais surtout, voilà, n'hésite pas à m'interrompre ou s'il y a des questions, etc. Donc, en fait, ce que je voulais, c'était un petit peu un exposé où je développe 3 points, un peu reparler de cette notion de sensibilité, de haute sensibilité. Reparler de nos émotions derrière, parce que finalement, on en a tous les jours, mais on ne sait pas précisément ce que c'est. Donc, en fait, quels sont leurs rôles, qu'est-ce que c'est que l'accueil émotionnel et la relation au corps. Et puis, je pense qu'on approfondira ça aussi pour l'atelier, parce que c'est vraiment sur cet aspect-là des choses que j'avais envie de partager. Et le 3e point, c'est justement donner des clés aussi par rapport à cette intelligence émotionnelle qu'on peut développer, en fait, qui n'est pas innée. Ok. Alors, magnifique. Pour démarrer, donc pour cette sensibilité en fait humaine, dans mon regard, en fait, c'est ce qui va vraiment nous ramener à finalement notre réalité. Alors, on pourrait longtemps discuter de la réalité. Bien sûr, chacun a sa propre vision des choses, mais en tout cas, ça va nous connecter à notre réalité intérieure. On va avoir des messages qui vont être justement apportés par la sensibilité et aussi la sensibilité, la réalité extérieure. Donc, ça va aussi nous permettre finalement une relation aux autres. Et la sensibilité, pour moi, c'est vraiment en fait une conséquence organique de la vie, c'est-à-dire ça va passer par des perceptions, par un ressenti, par nos 5 sens, et ça nous permet aussi d'être affectés. Donc voilà, avoir des émotions, avoir des sentiments, finalement, tous les êtres vivants, c'est des êtres sensibles. Donc c'est vraiment la donnée commune à ce niveau-là, au niveau de la vie finalement. Wow. Alors j'aurais déjà une question, Aude Valérie. Oui. C'est est-ce que tu vas nous donner des ressources pour les hypersensibles pour être touchés mais pas atteints? Oui. En fait, alors ça va être notamment le but de l'atelier. C'est en fait, pour moi, voilà, l'hypersensible, ça peut, si on résume, c'est des fois je suis parce que nous sommes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre soi et les autres. Et on est un peu éponge émotionnelle, on capte plein de choses. Et donc, l'idée, ça va être de se reconnecter à soi, avoir cette conscience de soi, en fait, notamment passer par le corps. Mais après, c'est bien sûr, dans le but, c'est pas se couper des autres. Donc, c'est bien aussi faire la part des choses entre soi et l'autre, quoi. Ok, merci. Magnifique. Alors, du coup, attends, je pense que j'ai perdu. Est-ce qu'on voit mon écran, en fait, ou pas? Là, on ne le voit pas encore, ton partage, mais on va le voir bientôt, dès que tu l'auras retrouvé. Ok, alors, tac. Je reviens, je pense, voilà. Il y a toujours une petite manip à faire, c'est pas immédiat. Est-ce que là... C'est parfait. Là, c'est revenu? Ok. On peut le laisser, de toute façon. Laisse-le un peu, ça va aussi. Ok. Alors, je me suis aussi intéressée parce que moi, j'aime bien savoir aussi d'où on vient finalement et des fois l'origine d'un mot parce que derrière, toute la terminologie a eu beaucoup d'évolutions puis il y a eu des grandes périodes. Donc derrière, en fait, ce mot de sensibilité, moi, les premières fois où je l'ai vu apparaître, c'est au XIIIe siècle. Donc, c'est assez ancien. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais soulever, c'est qu'à l'époque, il était utilisé pour distinguer l'âme sensible de l'âme raisonnable. Mais c'était pas vu comme une opposition. En fait, c'était plutôt vu comme un complément. Et d'ailleurs, il y a certaines langues, par exemple en anglais, on utilise le mot sensible, mais en fait, sensible, ça veut dire aussi sensé dans l'aspect raisonnable. Il n'y a pas forcément cette frontière, comme on l'a un peu introduit au début, entre l'émotionnel, en fait, et la raison.
Après, il y a eu alors un gros tournant 17e, 18e siècle où la sensibilité était encore très valorisée. Même à l'époque, hein, un homme qui pleurait finalement sur son lieu public était vu justement comme un humain. Donc, il y avait vraiment ce côté capacité de ressentir une impression, facilement ému, qui a des sentiments. Okay. Je pense qu'ensuite, il y a eu, alors je n'ai pas, hein, je suis pas historienne, mais pour moi, je pense qu'il y a eu l'arrivée, alors il y a eu notamment Napoléon Bonaparte, donc il y a eu une transformation un peu patriarcale, notamment de nos lois, du code civil, et puis il y a aussi eu l'arrivée finalement de toute l'ère industrielle, l'arrivée des machines, et comme on a tendance généralement à s'identifier à l'environnement dans lequel on vit, c'est clair que quand on vit dans un environnement naturel, eh bien, je dirais, on va avoir plus tendance à être connecté à la nature si on est entouré de machines. La preuve en est, dans notre jargon actuel, on parle voilà, de programmation, déprogrammation du mental, des émotions, etc. Donc, on voit bien que les mots, il y a eu un impact de notre environnement sur aussi notre langage. Ok. Et aujourd'hui, donc là, j'ai repris la définition du petit Larousse, mais on voit justement cette aptitude à réagir plus ou moins vivement. Et des fois, c'est ce qui peut gêner, hein, c'est ce côté très impulsif, hautement réactif. On dit que on est à fleur de peau ou que on déborde ou qu'on est hors de soi justement dans cette caractéristique, parce que voilà, le secret, c'est aussi de voir comment on peut agir et pas forcément réagir à ce qui nous arrive en fait. Alors, donc comme je suis scientifique, je fais aussi le lien des fois avec les connaissances au niveau des neurosciences parce que je pense que ça peut donner un éclairage. On a une vision des choses qui est très segmentée, c'est-à-dire très polarisée. On a toujours cette idée, donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche qui serait censé être plus notre côté rationnel, logique, qui réfléchit, qui raisonne, et l'hémisphère droit qui serait plus le côté intuitif, imagination, créatif. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a en fait une synergie entre ces deux hémisphères. C'est pas aussi nettement latéralisé qu'on peut le penser. Et donc, une personne qui est plus sensible ne va pas fonctionner que dans l'hémisphère droit, stricto sensus. Donc déjà, ça casse un peu des mythes par rapport à ces hémisphères-là. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, il y aurait deux systèmes. Il y aurait un système d'activation, donc justement, provenance des sens, qui peut être fortement gênant pour les personnes hautement sensibles qui sont des fois hypersensorielles par rapport à la lumière, par rapport au bruit, etc. Et quand il est bien utilisé, ce système-là, ça nous pousse en fait à être curieux, à être audacieux. Parfois, bon, il y a cette impulsivité aussi, mais en fait, ça nous met en mouvement, ça nous met en action. Et l'autre système, qui est plutôt le système pause-réflexion, c'est-à-dire on rentre pas de but en blanc dans une action, mais on s'arrête, on prend le temps, voilà, d'analyser, des fois de comparer entre ce qu'on connaît en termes d'expérience, notre passé, notre présent, et observer les choses aussi. Ça fait partie d'une des clés souvent que je donne aussi. La question aussi qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut faire la part des choses entre soi et l'autre, c'est déjà aussi, par exemple, s'imaginer, on se met une petite vue d'hélicoptère en fait au-dessus d'une scène où on dialogue, par exemple, avec une personne, on prend un peu de la hauteur, on s'observe soi, on s'observe la personne. Ça permet, voilà, aussi cette pause réflexion de relativiser et de conscientiser certaines choses, certains comportements. Et en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai montré ce schéma, c'est que la sensibilité, ce serait un peu le trait d'union. En fait, les deux systèmes que je viens de proposer, ils vont eux-mêmes donc créer, quand c'est en équilibre, notre sensibilité. Donc j'aime bien ça parce que je trouve que c'est assez transverse et c'est finalement le point de jonction entre ces deux polarités où on a tendance à séparer voilà, le côté intellectuel avec le côté finalement émotionnel. Okay. Alors, pour faire un point, donc plus spécifiquement sur la haute sensibilité, donc s'il y a des personnes qui se demandent encore si elles sont dans ce cas-là, j'ai mis en place un test donc sur mon site. Alors, il n'y a pas pour moi de test normé à ma connaissance en tout cas. Il y a des tests plutôt subjectifs, qualitatifs, donc c'est un petit peu celui que je propose. Mais je rappelle juste qu'on sait en fait sur la haute sensibilité. On est quand même entre 20 et 30% de la population concernée par ça. Donc, des fois, on se croit seul. Et quand j'ai vu ce chiffre-là, ça m'a assez surpris parce que, alors, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ne le savent pas
ou bien qui ne le montrent pas ou qui n'en parlent pas. Donc, des fois aussi, on se croit seul parce que finalement, on est entouré de personnes qui, elles-mêmes, ne sont pas forcément elles-mêmes, portent des masques, etc. Donc, ça crée encore plus de sentiments de décalage. Et puis en France, alors il y a des personnes qui ont travaillé sur ces notions, donc Saverio Tomasella, Marie-France de Palacio. Et aux États-Unis, il y a une chercheure qui s'appelle Hélène Aron qui a proposé ce qu'on appelle, alors c'est 4 lettres en fait, hein. Chaque lettre correspond à une caractéristique qui permet de savoir justement si on est hautement sensible ou pas. Donc la première caractéristique, c'est la capacité en fait de traiter en profondeur de l'information. Donc par exemple, quand on nous demande de retenir un code de carte bancaire, notre esprit va aller diverger pour essayer de trouver des trucs mémotechniques, des astuces, des souvenirs, enfin quelque chose qui vont aussi permettre de donner du sens à ce qu'on nous demande de retenir par cœur. Donc ça, c'est vraiment ce processus-là. Deuxième caractéristique, c'est la surstimulation. Alors, donc c'est le fait cognitif, donc ça va être le fait qu'en fait on pense tout le temps. C'est le petit vélo qui tourne. Sensoriel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est être gêné par une forte lumière, du bruit, et des fois ce qui va engendrer une grande fatigue. Hein, donc des besoins de se ressourcer, de s'isoler un petit peu pour reprendre des forces. Le troisième pilier, c'est la réactivité émotionnelle et l'empathie. Donc ça, on y reviendra. Et sur l'atelier, ce sera vraiment notamment sur ce pilier-là qu'on va aller explorer les choses. Et le dernier, c'est la sensibilité aux stimuli subtils. Donc, par exemple, moi, je mets là plutôt le côté intuitif. Le fait de, par exemple, rentrer dans une pièce et ressentir de l'information, se sentir bien, se sentir mal. Des fois, ça va plus loin, hein, ça peut être sur des capacités médiumniques, etc. Mais c'est un peu cette caractéristique-là. Et le dernier, alors on entend un peu moins parler, donc c'est Thomas Boyle qui en a parlé, il parle de sensibilité avantageuse. Donc je le dis ça aussi pour les personnes hautement sensibles qui nous écoutent, parce qu'en fait on connaît beaucoup les faiblesses, les axes d'amélioration de ce tempérament, les difficultés. Moi, je parle plutôt de challenge que de faiblesse, en fait. Mais en fait, on a aussi une capacité d'apprendre beaucoup plus, de bénéficier, par exemple, quand il y a des programmes de formation, de prévention, des accompagnements, enfin, peu importe. Quand il y a un environnement qui est favorable, en fait, on apprend plus et on apprend mieux, en fait. Donc ça aussi, je pense, c'est important à savoir. Alors dans les profils qui sont un petit peu donnés, donc c'est les chercheurs, hein, c'est pas moi, mais qui mettent ça en évidence. Ils font des comparaisons avec des fleurs maintenant. Donc les personnes hautement sensibles, elles sont dites orchidées. Orchidée parce que c'est un peu la fleur justement qui a besoin d'un certain milieu propice pour pousser, pour fleurir. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fragiles, mais c'est qu'elles ont besoin de certaines conditions. Ça, c'est à peu près donc 30% de la population. Il y a un paquet, le gros central, la majeure partie des personnes, c'est les tulipes. Et les pissenlits, c'est en fait la plante qui pousse un petit peu, quel que soit l'environnement. Voilà. Donc ça, c'est des personnes qui ont une sensibilité considérée comme plus basse en fait que la moyenne. Ok. Alors, dans notre cerveau, là aussi, il y a eu pas mal d'études qui ont montré des différences de fonctionnement. Donc notamment les neurones miroirs. Alors c'est justement des neurones, comme leur nom l'indique, qui permettent d'être en empathie, donc qui permettent de se connecter à ce que ressent l'autre en fait, qui sont plus activés. Des parties dans le cerveau qui s'appellent l'insula et l'amygdale, donc qui sont beaucoup plus actives. Alors c'est des centres de tri d'informations. L'insula, c'est aussi ce qu'on pense être un des centres de la conscience. Hein, il n'y a pas que celui-là, il y a encore beaucoup de travaux en cours dessus. Mais dans la structure, globalement, le cerveau est identique. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des hauts potentiels intellectuels. Pour les hauts potentiels intellectuels, on sait qu'en fait, au niveau des gaines, des cellules, par exemple, on va avoir justement une myéline qui est beaucoup plus importante. C'est une structure qui protège les fibres nerveuses. Là, pour les personnes hautement sensibles, il n'y a pas ces différences de structure, mais c'est plus des différences en fait de fonctionnement. Et puis, il y a aussi alors des avancées sur l'aspect génétique. On sait que donc moi, je me considère née avec ce tempérament. Donc, il y a une partie qui est née. Mais il y a aussi, et c'est aussi important d'en parler,
beaucoup qui viennent de notre histoire de vie, donc de notre expérience de vie. Si on a vécu des traumas, suivant l'environnement, notamment l'enfance qu'on a vécue, etc., ça peut justement exacerber aussi notre sensibilité. Tout à fait. Mais sinon, clairement, voilà, je cite 2 gènes, mais qui sont un petit peu vus pour fonctionner de façon différente pour la sérotonine et la dopamine. Donc, c'est 2 hormones. On parle beaucoup de la sérotonine, l'hormone dite du bonheur, etc. C'est pas qu'il y a un déficit, mais c'est qu'en fait, on l'utilise de façon différente. Donc, des fois, voilà, plus de fatigabilité, parfois plus de découragement. Il y a aussi plus d'énergie qui est demandée pour réguler les émotions. Donc, voilà, notre métabolisme, finalement, est complètement différent. Alors, je passe au deuxième, sauf s'il y a des questions, mais à nos émotions, en fait, qui nous traversent, parce que je disais, la sensibilité, finalement, c'est aussi la capacité d'être affecté, en fait, par certaines données, dont nos émotions. Ouais. Et peut-être, je sais pas, mais je pose la question comme ça, je sais pas si les personnes qui nous écoutent peuvent y répondre, mais en fait, qu'est-ce que c'est que pour vous? Comment vous définiriez vos émotions? Quelles émotions vous connaissez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quel est le rôle? Parce qu'en fait, on en vit tous les jours finalement des émotions. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Et c'est pas forcément simple en fait à définir. Des fois, il y a un mélange très très complexe en fait. Tout à fait. On va les laisser répondre et puis Ouais, on peut poursuivre en attendant. Tout à fait. Merci. Alors, on a Laurence qui nous dit la peur, la colère. Ouais, ok. Donc ça, c'est voilà, peut-être les principales qui la traversent. Ouais. Ouais, il y a Luna qui dit c'est vraiment intéressant, c'est clair, ça lui plaît bien. Alors, on va les laisser répondre. Tu peux continuer, Aude-Valérie. Ok, ça marche. Donc, je ne vais pas répondre à tout de suite. C'est intéressant de continuer à voir les réponses. Mais en gros, en fait, pour moi, pareil, je suis partie du mot dans la racine de émotion, ou en anglais, il y a le motion aussi, mais en latin, c'est movere. Donc, c'est le mouvement vers l'extérieur. Donc, en fait, c'est une énergie finalement qui est en mouvement. Pour ça, je parlais tout à l'heure vraiment d'élan vital, de conséquences finalement organiques de la vie. C'est ce qui nous permet aussi de nous sentir vivants finalement, une émotion. Alors, comment la reconnaître et quelles émotions connaissez-vous? Donc voilà, certains sont en train de répondre. Comment on reconnaît? En fait, on va voir que ça passe surtout déjà par un message physique, une sensation. Donc, une émotion, finalement, c'est un état affectif qui nous traverse, plus ou moins complexe, où on va en fait avoir des perceptions, alors des fois agréables, des fois moins agréables, et en réponse souvent à un stimulus. Voilà, un événement, quelque chose qui nous arrive. Alors, là, on a plein de réponses, si tu veux. Ouais. On a Laurence qui nous dit une émotion, c'est une énergie qui monte en nous. Ok, ouais. Et il doit y avoir des ressentis physiques parce que voilà, le fait de monter, c'est que. Ouais. Et Laetitia qui te dit colère, tristesse, dégoût me donnent des indications sur les événements et comment je les appréhende. Ok, voilà, c'est exactement ça. En fait, je parle de boussole, d'indicateur. C'est vraiment notre repère, c'est notre langage intérieur et arriver à le décoder, en fait, pour en savoir plus, ça va être notre propre guidance. C'est pour ça que je reviens à cette notion de liberté intérieure, quoi. Tout à fait. Ok. Alors, effectivement, donc la personne qui disait, qui monte en nous, et en même temps, là, je présente 2 spirales, la spirale ascendante et la spirale descendante. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est des états, donc, de différentes énergies, c'est-à-dire que plus ça va vibrer, plus vont être sur des vibrations effectivement hautes. Mais pour moi, il n'y a pas d'émotion purement négative ou purement positive, même si y en a qui sont agréables et d'autres qui sont moins agréables. Mais en fait, elles ont toutes leur rôle. On peut aussi le voir finalement comme des marches d'escalier. Et on peut passer d'un niveau à un autre, des fois de façon plus ou moins rapide. Bon, alors les enfants, ils ont une faculté souvent d'aller très vite. Ils peuvent tomber, se faire très mal, et puis ensuite, ils voient une pomme, et puis ils vont avoir un sourire radieux, et ils vont passer tout de suite à une émotion de joie. Des fois, pour les adultes, c'est plus compliqué. Mais en fait, avec ces spirales, donc, bien sûr, le niveau le plus bas, ça va être le côté vraiment peur, mais dépression, le côté victime, impuissance. Et puis, la spirale ascendante, l'émotion, tout en haut, ça va être plutôt la joie de vivre, la créativité, etc.
Mais encore une fois, on peut voir tous ces niveaux-là chaque fois comme des marches d'un escalier. Par exemple, si on se sent, je prends sur la spirale descendante, par exemple, on a envie de se venger contre quelqu'un. Déjà, de se dire, tiens, ok, qu'est-ce que je connecte à l'intérieur de moi? Finalement, c'est une émotion de colère. Donc, ok, j'en ai contre quelqu'un qui est extérieur à moi, mais finalement, là, ce qui se passe, que je ressens, je reviens à mon intériorité, vraiment à mon ressenti de colère. Déjà, je monte légèrement, c'est très subtil, hein, mais je monte en fait d'un niveau. Ensuite, cette colère, finalement, elle peut se transformer. Là aussi, je peux la voir comme une forme de découragement. Peut-être j'avais envie de me venger parce que la personne, elle n'a pas répondu à mes attentes, parce que j'ai tellement fait de demandes et que j'ai pas eu de réponse que je suis découragée finalement. Donc petit à petit comme ça, puis on peut continuer l'exercice. Alors bien sûr, c'est pas que mental, c'est vraiment le ressentir aussi. Hein. C'est pas s'imposer à dire je vais monter là sur la 5 marches au-dessus. Non, mais déjà voir comment à l'intérieur je peux passer d'un état à un autre en fait, au niveau ressenti, vibration, et se connecter chaque fois à des énergies, des vibrations un petit peu plus hautes finalement. Wow, c'est super. Ça veut dire que les gens, ils ont plus ce pouvoir, en fait, de nous faire varier comme des marionnettes et d'avoir cette émotion, puis celle-là et tout. C'est ça, exactement. Et plus on est conscient du niveau sur lequel on est, plus on va pouvoir agir. Quand on ne sait pas, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est une tristesse, etc., ça va être compliqué, justement. Mais d'arriver à identifier, c'est la première des compétences, en fait, de l'intelligence émotionnelle, c'est prendre conscience, en fait, de ce qui nous traverse. Tout à fait. Merci. Alors, à quoi ça sert? Là, oui, je pense qu'on a eu la réponse dans le chat. Pour moi, c'est cette boussole. C'est communiquer avec soi, communiquer au niveau de nos besoins et communiquer aussi, donc, après avec les autres. Parce que si je me comprends mieux, je suis plus en connexion aussi avec le monde, finalement, émotionnel de l'autre. Je peux comprendre certaines blessures, certaines réactions. Et je prends pas tout pour moi, en fait, hein, parce que c'est un peu ce côté, éponge de, finalement, tout ce qui arrive, on a l'impression qu'on est la seule personne concernée. Mais des fois, une personne, c'est pas très cool, mais elle décharge une colère. Mais on n'est pas responsable forcément de cette colère. Hein. On peut avoir l'image d'une personne qui, dans sa représentation, lui rappelle justement un souvenir ou etc. dans son histoire. Donc, ne pas prendre en fait tout pour soi, déjà, c'est aussi, je pense, une clé aussi quelque part. Ouais. Alors après, j'ai détaillé en fait beaucoup, mais il y a plein d'émotions. Donc tout à l'heure, on avait, je crois, la colère et la peur, si je me rappelle bien, qui étaient citées. Je crois bien, ouais. Voilà. En fait, donc on dit qu'on a des émotions primaires. Donc on en considère généralement 4. Donc c'est les fondamentales. C'est la peur, la joie, la tristesse, la colère. Des fois, on rajoute la surprise, le dégoût, éventuellement. Et ensuite, c'est un peu comme, je dirais, en peinture, on va avoir des couleurs primaires. Et ensuite, quand on fait des fois le mélange ou quand on a des influences de certaines données extérieures, on va avoir des couleurs secondaires. Et c'est les émotions secondaires. Par exemple, elles vont dépendre de notre environnement proche, c'est-à-dire de la famille dans laquelle on vit, de notre cercle, de notre entourage, justement, de notre personnalité. Je prends l'exemple, par exemple, de la peur, l'émotion primaire. Si dans une famille, par exemple, il y a eu... alors, on est aussi sur des notions de mémoire peut-être transgénérationnelle, mais pour montrer l'influence. Il y a eu, par exemple, un ancêtre qui s'est suicidé. Il a essayé de créer son entreprise. Il a eu une crise cardiaque, donc ça s'est mal passé. Un de ses, justement, descendants, donc il y a bien sûr dans la famille, c'est connu cet événement-là, qui aurait envie de créer, de se mettre à son compte, peut ressentir de l'indécision, de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Elle ressent pas forcément la peur qui est atténuée, mais il y a cette émotion secondaire qui vient finalement de sa famille, de son entourage familial. Donc ça illustre un peu l'influence finalement des cercles de personnes autour de nous sur ces émotions que l'on ressent. Et puis ensuite, si on élargit les cercles, il y a aussi l'influence finalement du collectif, de la société, du système de croyances, du pays dans lequel on est né, de notre culture. Enfin, tout ça, forcément, ça va jouer aussi. Alors, j'ai mis quelques exemples, mais notamment la jalousie, c'est une émotion souvent sociale. Alors, la jalousie, ça peut être un mélange de colère et de peur, souvent quand il y a 3 personnes, justement, une relation triangulaire, quoi. Ouais.
Et puis l'envie, alors voilà, il y a plein de nuances, hein, mais souvent c'est de la jalousie aussi, mais avec pas de colère en fait. Et c'est souvent seulement deux personnes. Dans une société matérialiste, bah, par exemple, c'est d'envier le voisin qui a une plus grosse voiture que la sienne. Voilà, il y a ce côté un peu, on a cette tendance vers la jalousie, mais il y a quand même souvent moins de colère à ce niveau-là. Ça reste de l'envie. La honte aussi, ça c'est aussi une émotion dite sociale. Voilà, c'est je me compare aux autres, je me sens indigne, et donc finalement, il y a aussi une fonction. Donc je disais, hein, toutes les émotions pour moi ont un rôle. Bah, la honte, par exemple, c'est aussi une fonction de protection de notre identité. Finalement, on se protège, on n'a pas envie de prendre justement tous les coups, tous les comparatifs des autres, et donc finalement on ressent ça. Wow. Et puis le dernier exemple, pour moi, alors c'en est un qui est très lourd des fois, que je retrouve beaucoup dans les accompagnements, c'est la culpabilité. Peut-être un des plus pesants à vivre. Cette culpabilité, elle est liée à la conscience, en fait, qui nous permet de choisir ce qui est bon ou pas pour nous. Et ça se réfère vraiment aux actes, au comportement. C'est-à-dire, ça peut vraiment bloquer certaines personnes à agir, à rentrer dans l'action, ne plus, voilà, dans la procrastination. Hein, des fois, on entend aussi beaucoup parler de ça. On se coupe de ces ressources-là parce qu'on est bloqué par cette culpabilité. Donc voilà, ça c'est un peu le topo. Maintenant, je disais chaque émotion en fait, oui. il y a aussi un rôle derrière. Alors on peut se dire, bah, par exemple la joie, bah, c'est super agréable de la ressentir, mais en fait ça sert à quoi finalement là, de ressentir de la joie, et puis quels sont les besoins derrière. Alors c'est pareil, hein, je ne sais pas si on donne un petit temps pour les réponses, ou je peux voilà, sans forcément peut-être toutes les balayer, mais peut-être s'il y en a qui intéressent plus que d'autres, aller les visiter. Là, j'ai repris les 6 émotions primaires, en fait, finalement. Ok, parfait. Il y en a qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Voilà, je pense que... Donc là, tu aimerais qu'on cherche le rôle de la joie voilà, et ça, les besoins que ça nourrit. exactement. Ouais, éventuellement, s'il y a des idées dans... Okay. Voilà, ouais. Alors, besoin. Bah, la joie, ça peut nourrir le besoin de récréation, par exemple. Ok. La créativité, en fait, un petit peu, c'est ça, le fait de... Ouais. Ouais, ou de récréation, vraiment de jouer, de se détendre. Oui, pourquoi pas, effectivement. D'accord. Ok. On va laisser les gens écrire. Ouais, de besoins derrière, en fait. Alors là, on est vraiment dans la conférence sur l'aspect mental. Hein. Après, le but, ce sera d'aller le vivre, le connecter de façon plus intuitive dans l'atelier, tout ça. Mais voilà, je donne des généralités pour montrer un petit peu finalement l'impact que peuvent avoir nos émotions sur notre comportement, notre façon d'être, notre façon d'agir. Mais oui, pour la joie, je te rejoins, c'est le plaisir, quoi. C'est le côté aussi, on a envie, de partager finalement. Quand on est en joie, souvent on a une bonne nouvelle, une réussite, on a envie, je sais pas, d'appeler quelqu'un. C'est rare de rester seul en général. C'est clair, c'est clair. Alors on a une réponse de Laetitia qui te dit la peur, donc c'est le rôle, c'est d'alerter, et ça serait le besoin de sécurité. Ouais, complètement, tout à fait. Ouais. Pour ça, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais ça va être tout à fait ça, exactement. Et la joie, donc pour terminer sur le besoin, voilà, c'est le partage. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué, mais des fois, c'est juste repenser un événement, une situation, puis des fois, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a agi. Parce que c'est ça, hein, la suite directe, c'est se dire, bon, okay, après le ressenti, c'est quoi l'action, quoi. La tristesse, on peut la ressentir dans plein de situations, bien sûr, quand on perd quelqu'un, mais un deuil, c'est pas forcément une mort, en fait. C'est aussi une mort symbolique, des fois, où on déménage, où on change d'endroit, où on perd son travail, etc. Donc là, ça va être aussi... Des fois, ce ressenti, ça peut, pas toujours, hein, mais aussi une forme de protection, c'est-à-dire se retrancher en se disant j'ai envie de me protéger d'une certaine forme, en fait, aussi d'agressivité, et donc je me dis triste, je montre que je suis triste, mais cette tristesse, bien sûr, est aussi normale dans des situations de perte, hein, finalement. Et il y a un besoin de réconfort, souvent, à s'apporter à ce niveau-là, quoi. D'accord. Il y avait des idées sur la colère éventuellement ou pas encore. Là, il n'y en a pas encore, mais quand tu dis plaisir à se donner, ça veut dire quoi?
Bah, je pense, en fait, c'est s'octroyer des fois, oser justement retrouver. Alors moi, tu vois, pour moi, hein, dans mon référentiel, la joie, c'est le petit enfant intérieur, en fait. C'est ce côté, comme je disais tout à l'heure, qu'on a toujours en nous, même si on a 90 ans, mais qui va être dans cette spontanéité, d'oser être, d'oser vivre les choses, de passer rapidement sans être dans un excès d'analyse et de réflexion. Voilà, donc pour moi, c'était ça, en fait. Ok. Alors, on peut continuer, on n'a pas encore ça marche. Peut-être qu'il n'y aura pas des réponses pour tout, donc je vais donner aussi les réponses. Mais la colère, c'est souvent quand il y a une offense. Donc l'idée, c'est quand il y a une atteinte à l'intégrité, un ressenti d'injustice, que ce soit physique, que ce soit psychique, ça va être aussi de réparer cette blessure, en fait. Donc le besoin derrière, c'est être entendu, être respecté dans son périmètre des fois, parce que les limites ont été franchies. Et quand je fais le lien donc avec la haute sensibilité, on parlait tout à l'heure un peu de périmètre, de limite aussi. Il peut y avoir une grosse colère, rentrée, une frustration parce que justement il y a un manque, je pense, d'affirmation de soi. Et du coup, c'est ce côté éponge où on capte des choses qui ne nous appartiennent pas et on les garde, quoi. Alors, la peur, c'était tout à fait ça. Hein. C'est vraiment réagir, alerter par rapport à un danger et amener un comportement. Donc, soit la fuite, soit le combat, soit on s'arrête, on s'immobilise. Ça dépend des personnalités, puis ça dépend aussi de la situation auquel on est confronté. Le besoin, c'est être rassuré. Donc, je crois que la personne disait ça, hein, protégé, etc. Tout à fait. Et on a une autre réponse de Laetitia qui te dit « La colère, ça serait exprimer qui nous sommes, nos limites ». Exactement. Qui nous sommes, donc c'est bien l'affirmation de soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, et les limites, c'est le périmètre. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et voilà. Alors la surprise, le dégoût, je disais bon, des fois on les considère dans les émotions primaires, des fois ça dépend des auteurs en fait. Hein. Mais gérer les changements inopinés, donc des fois d'avoir aussi besoin de temps de repos. Le dégoût, ça peut être dégoût physique ou psychique. Hein, c'est aussi le cas. On arrive à saturation de certains événements, certaines choses qu'on faisait et puis qui ne nous conviennent plus. C'est éviter cet empoisonnement justement. C'est aussi une forme de se mettre en retrait, se mettre à distance de certaines situations, de certaines personnes aussi des fois, et se retrouver. Ouais. Alors, on a Geneviève qui nous dit besoin de jouer, donc peut-être qu'elle nous parle de la joie. Ouais, je pense, oui. Ok, et on a Armel qui nous dit dégoût pour tout ce qui est sale et impur. Voilà. Ouais, c'est le empoisonnement, mais c'est ça en fait. Hein, c'est tout à fait. Ce qui ne nous convient pas finalement. Ouais. Et jouer, c'est intéressant parce qu'on retrouve bien l'enfant aussi derrière. Le mot jouer pour moi. Oui. Voilà, donc les besoins, il y a notamment la célèbre pyramide Maslow. Je vais pas, m'étendre beaucoup dessus, mais on peut avoir différentes strates aussi, différentes catégories, hein, des besoins de base. On est vraiment déjà avoir besoin de manger, de boire, de dormir, besoin de sécurité, avoir un toit sur la tête. L'appartenance, c'est se sentir en lien avec des groupes sociaux. Et ensuite, on est dans les derniers niveaux, donc on va être justement sur l'estime de soi, besoin de reconnaissance, que ce soit le travail, que ce soit ce qu'on fait sur le plan personnel. Et le tout dernier niveau, c'est le besoin de s'accomplir, justement. Et donc, les émotions peuvent nous informer de l'état de ces différentes catégories, où est-ce qu'on en est par rapport à nos besoins dans chaque famille, finalement, de cette pyramide. Ok. Alors ensuite, ce que j'aimerais expliquer, c'est comment on peut se retrouver bloqué, parce que là, on a vu un peu les émotions. Maintenant, un trauma, c'est pas forcément avoir vécu une guerre civile. Je vais raconter en fait l'histoire là d'un petit garçon, tout simplement, un petit garçon qui rentre de l'école, qui a fait un magnifique dessin pour ses parents, et justement qui est dans ce côté joie, plaisir, envie de partager. Donc, il a envie de le montrer en fait à ses parents. Et il rentre chez lui, sauf que ce jour-là, imaginons que les parents sont en train de choisir le papier peint pour la cuisine et n'ont pas le temps. Donc, il va y avoir un rejet, en fait. Et là, l'enfant se trouve coupé de son besoin de partager dans son émotion de joie. Et cette fois-ci, il ressent le rejet. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de lui, une autre émotion va venir, c'est l'émotion de colère. Et donc, ça va monter en puissance et il peut très bien avoir envie, pour attirer l'attention de ses parents,
je ne sais pas, de faire n'importe quelle bêtise, hein, de casser un objet, etc. Et là, forcément, les parents vont aussi monter, eux, d'un cran, dire, écoute, tu files dans ta chambre, on ne veut plus te voir, tu reviendras quand tu seras calmé. Donc, ce qu'il entend, l'enfant, finalement, c'est qu'il n'a pas le droit de ressentir cette colère, qu'il est rejeté. En plus, on le laisse seul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lui dit, mais tu as cette émotion, tu n'es pas cette émotion et tu es inconditionnellement aimé, même si tu as cette émotion de colère, quelqu'un qui justement l'accompagne à la vivre et à la libérer. Et ce qui va se passer, c'est que donc lui va entendre le message, ce n'est pas bien d'exprimer de la colère. Je prends la colère, mais ça peut être une autre émotion, hein. Et donc il va le retenir finalement en lui. Là, ça va être vraiment le nœud qui va s'installer. Et ce qui va se passer, c'est que dans la vie, comme on a cette vibration, ce nœud aussi énergétique qui est à l'intérieur de nous, un phénomène de résonance. Donc, il y a des schémas qui vont se passer dans la vie où il va rencontrer certainement des situations, il va ressentir ce rejet, et à chaque fois, cette colère en lui qui ne va pas pouvoir s'exprimer, qui va être renforcée comme un peu une cocotte minute, ça va créer une grande souffrance, un grand mal-être, et des fois, voilà, ça va jusqu'à la dépression parce que pour lui, c'est mal, en fait, c'est mauvais de vivre cette émotion négative. Là, j'utilise ce mot exprès pour dire que ça peut être vraiment vu comme ça. Et donc là, on crée en fait un blocage émotionnel. Donc l'idée, ça va des fois très loin, c'est que on a, encore une fois, alors je prends un autre exemple, mais un serpent, là, par exemple, qui a envie d'attaquer, on a ce stimuli-là. Donc ça, c'est le déclencheur, en fait, le serpent qui attaque. On a toutes plein de réactions en chaîne, en fait, qui se passent au niveau de notre corps. Pour ça, je parlais de perception physique, donc des réactions physiologiques, ça peut être notre cœur qui s'emballe, et une réaction comportementale. Par exemple, la fuite. Bon. Ce qui se passe, c'est que nous, on a aussi les pensées qui arrivent derrière. Donc, nos pensées, on va se dire, OK, j'analyse la situation, l'information, c'est qu'il y a des serpents dangereux. Si ça se répète, si je reboucle plusieurs fois, donc je mouline de ma pensée à l'émotion, etc., là, j'arrive sur un processus de mémoire. Je rentre l'information dans une partie beaucoup plus inconsciente encore et j'arrive à des croyances qui sont souvent des généralisations. Par exemple, dans ce cas-là, tous les serpents sont dangereux. Okay. Et c'est là, justement, on a ces fameux schémas dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est un peu la chaîne, mais pour expliquer. Alors, la bonne nouvelle quand même, ou les bonnes nouvelles, c'est que, comme je disais, on a ces émotions, mais en fait, on n'est pas nos émotions. Donc, c'est la première des choses, déjà, à bien percevoir. C'est une information qui nous arrive. La clé, ça va être dans qu'est-ce qu'on en fait, finalement, de ce message. Donc, on a bien une capacité d'observer nos pensées, une capacité d'observer nos émotions. Et on se rend bien compte que du coup, si on est en capacité d'observer ça, on n'est pas ça. Donc, notre identité, c'est pas ce qui se passe dans notre esprit quelque part. Donc, on arrive aussi, quand on comprend ça, à se dire, notre esprit, je peux aussi l'utiliser pour créer une stabilité, un équilibre ou me sentir plus en paix par rapport à ce qui me traverse, puisque ce n'est pas moi. Je peux agir dessus. Pour moi, il y a 3 étapes principales. Alors, c'est bien sûr, chacune des étapes, il y a un cheminement. Alors, des fois, ça peut se passer, il y a des fois des clics très rapides, mais des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est déjà, comme j'expliquais tout à l'heure, devenir le témoin. Ouais. Donc, se distancier, en fait, de l'émotion, l'observer, comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, alors, je ne suis pas forcément pour le mode de pensée positif tout de suite, en tout cas dans l'immédiat. En fait, je trouve que c'est un switch qui est des fois un peu trop grand. Donc, je trouve que dans un premier temps, c'est déjà en fait stopper, ne pas mettre de l'huile sur le feu, ne pas alimenter ce qui ne convient pas. C'est-à-dire, au moins, c'est arriver à stopper, neutraliser. Après, je mets voir transformer, c'est-à-dire ensuite, pourquoi pas, aller sur des croyances plus inspirantes, mais déjà dans un premier temps, ne pas rentrer dans des pensées où on sait très bien que ça n'apporte rien. Et la troisième étape, pour moi, ça va être d'identifier et ensuite remettre en axe un petit peu ces croyances limitantes, justement, ces fameux schémas qu'on a, qui se trouvent en nous, un petit peu comme des disques rayés et qu'on traîne comme des casseroles, des fois une bonne partie de notre vie, tant qu'on n'en est pas conscient. Ok. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous dises si tout ça, on va le voir dans l'atelier.
Aude Valérie, est-ce qu'on va le voir dans cet atelier que tu nous as créé qui s'appelle Accueillir une émotion comme messagère de soi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et je vais mettre le lien d'achat pour les personnes dans le chat et sous la vidéo aussi. Ouais, donc en fait l'atelier, moi je parle de voyage intérieur. Ça va être vraiment comme une méditation, comme une relaxation, donc guidée en fait par le son de ma voix. C'est d'aller vraiment voyager à l'intérieur de soi. Donc l'objectif, ça va être, on peut partir d'une émotion qui est connue, mais ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas forcément connu déjà, mais en être conscient. Et surtout, c'est voir ce qui se passe. Je pense qu'après, dans la suite de l'exposé, je continuerai, mais on a déjà compris que finalement, il y a un lien au corps qui est très, très important à nos perceptions, à nos ressentis. En fait, l'atelier, ça va être utiliser cette intelligence corporelle qu'on a en fait tous, puisqu'on voit bien qu'on a certains réflexes en nous. Des fois, juste, on n'en est pas conscient parce qu'on ne sait pas les observer, on ne sait pas quoi en faire, mais c'est aller un cran plus loin pour en fait dialoguer avec des parties de nous-mêmes qui ont l'information, qui savent justement le message caché. Et dans les messages cachés, il y a notamment, par exemple, cette notion de besoin en fait qu'on a vu. Donc l'idée, c'est juste de guider pour avoir un cheminement vers soi. Ensuite, l'objectif, c'est de l'utiliser en toute autonomie. Donc, bien sûr, sera un enregistrement, donc il sera réécoutable. Mais ça peut être utilisé pour d'autres situations que celles que vous allez choisir pendant l'atelier, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que cette méthode, elle ne marche pas qu'une fois dans ce moment-là. C'est une fois qu'on connaît le chemin, si ça résonne pour vous, libre à vous d'y retourner ou de reprendre même la même situation parce que étonnamment, des fois il y a plusieurs couches. C'est-à-dire on contacte une première émotion et puis derrière il y a autre chose. Donc de le revisiter plusieurs fois, d'une part, quand on n'a pas trop l'habitude de se connecter à son corps, parce qu'il y a déjà aussi cette habitude à prendre, on a première couche de perception, mais on peut en avoir d'autres derrière en fait. Et c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est pour ça que je parle de voyage parce que c'est vraiment être comme un explorateur et nous-mêmes, on est à l'intérieur de nous, c'est un petit peu un continent inconnu à découvrir, quoi, finalement. Merci. Donc, c'est un atelier qui est disponible à vie. Vous pouvez donc le réécouter à tout moment. Et puis, comment il va se passer, Aude Valérie? Je veux dire, comment il va se dérouler cet atelier? Alors, il va y avoir, je pense, à peu près 3 étapes, comme je l'imagine actuellement. Peut-être qu'après, ça change parce que je me laisse aussi guider après par l'intuition du moment, etc. Mais déjà, pour se connecter à soi, il y a des phases de relaxation. Donc, je vais utiliser certains types de respiration. Donc, l'atelier, l'idée, ce serait d'être dans une pièce vraiment au calme, plutôt où on peut s'allonger. En tout cas, d'être quelque part où on est en confort, de pas avoir de tension dans le corps, parce que le but c'est pas de s'ancrer, c'est au contraire d'être à l'écoute de ce qui est présent. Donc voilà. Ensuite, c'est une pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on rate ou on échoue. Il y aura forcément des choses qui vont se passer. Et ensuite, donc je vais guider vers ce dialogue en fait à l'intérieur de soi. Donc il y aura des moments, je dirais, de ressenti, de connexion. Vous allez être vraiment avec vous. Et puis ensuite, je pense que ce sera important aussi de débriefer après, de partager dans le groupe. Il peut aussi y avoir dans un groupe des effets de résonance, des similitudes ou des vécus pareils ou au contraire différents. Et c'est aussi intéressant. Ok. Merci beaucoup. Génial. Et comme ça, vous savez, l'atelier pour nous rejoindre pour tous les hypersensibles et les empathes, vous avez le lien. On va poursuivre donc où on en était de ton... Ok, ça va compléter. Et ça va compléter. Et alors, figure-toi que je pense qu'à chaque fois, en fait... C'est recaché. C'est ça. Alors, on va le retrouver, notre petit partage. Exactement. Alors, hop, voilà. Ah, sauf que là, je suis repartie un peu au début. Alors, je pense que... Tac. Voilà, j'en étais aux bonnes nouvelles, je crois, il me semble. Ouais. Je pense que j'en étais là. Ouais, c'est ça. On en était là, c'est parfait. Voilà. C'est ça. Et voilà, pour expliquer davantage aussi ce qui se passe, donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence émotionnelle. Donc, c'est pas une libération émotionnelle, c'est une séquence quand justement, on ne sait pas quoi faire en fait de ces émotions. Ce qui se passe généralement, donc on a vu, il y a un déclencheur, un événement, une situation qui va ramener des réactions physiologiques.
un comportement. Et ensuite, donc ça, on disait tout à l'heure, ça se ressent. Il y a vraiment une montée en charge, une pression, une charge émotionnelle en fait qui se met. Donc après, quand il y a les pensées qui vont se mettre en place, la pensée, elle entretient l'émotion. C'est là où il y a les ruminations, c'est là où voilà, c'est le hamster dans sa cage qui tourne. Donc il n'y a pas de décharge en fait émotionnelle. Ça, c'est le schéma classique. Quand on prend une libération émotionnelle, ce qui va se passer, donc on va avoir toujours cette montée en tension, bien sûr, parce que le but, c'est pas de se couper de ses ressentis ou de se couper de ses émotions, mais c'est de les vivre autrement. Donc c'est plus ce qui se passe après. Quand on sait identifier l'émotion, quand on comprend et qu'on a conscience de ce qui se passe, qu'on sait l'accueillir, c'est là où il va y avoir un relâchement, en fait, une décharge. On va vraiment le ressentir, un soulagement dans son corps. Mais vous voyez que cette étape, elle prend, j'ai mis une flèche en bleu là en haut, ça prend un certain temps parce que ça passe par voilà, la conscience. Alors plus on pratique, plus on sait faire, plus ça va vite, mais ça prend quand même un certain temps. Il y a plus rapide, c'est vraiment de passer par le corps. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire en fait au niveau de l'atelier, de la pratique, c'est de se connecter à son corps pour diminuer le temps de libération finalement émotionnelle, quoi. Alors, je montre, je pense que tu dois connaître, et je pense qu'Armella, elle était beaucoup sur le grand changement. Donc, je l'ai connue de là aussi. Donc, c'est vraiment elle qui a illustré là, cette BD Émotions, enquête et mode d'emploi, qui illustre très bien en fait l'accueil émotionnel. Donc, c'est un petit dialogue entre voilà une souris qui a envie d'apprendre à accueillir ses émotions. Elle dit voilà, mais quand il y a une émotion, finalement, qu'est-ce que j'en fais? Et la personne lui répond mais c'est simple, tu l'accueilles. Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi en fait accueillir? Donc, on a vu, bon, l'émotion, c'est une information, c'est une énergie qui nous arrive. C'est un peu comme un messager. Donc, ça vient cogner en fait derrière une porte. Si on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on se dit non, c'est pas le bon moment, ou oh non, j'ai pas envie de ressentir ça, on fait la sourde oreille. C'est là où elle va frapper en fait de plus en plus fort pour se faire entendre. Et c'est là en fait aussi où ensuite va y avoir des phénomènes de somatisation. Donc, j'ai quelque chose dans la gorge, ou bien j'en ai plein d'autres, cette situation. Enfin, c'est très parlant, encore une fois, le langage, les mots qu'on utilise qui décrivent très bien nos ressentis et là où ça coince, quoi. Bien sûr. Alors, je voulais montrer voilà, quelques petits aspects aussi scientifiques au-delà de la recherche qu'on sait actuellement. Il y a eu une étude qui a vraiment cartographié les émotions dans nos corps. Donc, il y a eu plusieurs pays, il y a eu 700 participants, donc c'est quand même un gros panel de personnes. On leur a montré en fait des vidéos, des images, des films avec qui généraient en fait des émotions. Et on leur demandait dans leur corps où est-ce que ça se passait, est-ce que c'était plutôt un ressenti d'activation, donc c'est plutôt les couleurs jaune, orange, rouge, ou est-ce que c'est plutôt une désactivation? Des fois, on peut sentir, je pense que ça a dû vous arriver, un peu coupé de son corps, en fait, ou des coupures dans le corps, et donc des ressentis plutôt les couleurs bleues. Et on voit bien donc qu'il y a eu vraiment des points communs entre les participants. Voilà, par exemple, la tristesse, on voit sur la personne là qui est, enfin, c'est pas tout à fait au milieu, mais là, la troisième en partant de la droite, il y a le bas du corps, il y a plus rien, quoi. Enfin, il y a plus rien. Et quand on est très triste, souvent justement, on n'a pas envie d'agir. On procrastine, on est complètement coupé des autres. Donc, c'est justement parce que cette énergie ne circule plus en fait quelque part non plus. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, ça, c'est une étude qui est assez récente. Mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des prix Nobel qui ont travaillé sur l'impact du stress sur notre ADN. On sait qu'il y a des réactions où le stress va pouvoir des fois couper dans des réactions de chaînes de notre ADN. Comme au contraire, l'effet de la méditation, de certains sports, de certaines techniques de relaxation peuvent au contraire régénérer et remettre en équilibre en fait toutes ces réactions qui se passent dans notre corps. Et puis je cite Albert Einstein qui parlait aussi de lien entre la matière et l'énergie. Pour lui, c'était vraiment deux aspects équivalents d'une même réalité. On lui parlait de champ universel. Donc, c'est pas sur le grand changement où je vais apprendre qu'on est tous interconnectés, mais en fait, c'est déjà cette notion-là, en fait, indirectement, qui était un petit peu mise en place.
et avec des études où on sait très bien que sur nos cellules, on peut avoir de la lumière. Alors, ce n'est pas des lumières dans le domaine du visible, c'est plus ultraviolet, infrarouge, mais on a ces radiations électromagnétiques qu'on peut observer et des propriétés piézoélectriques. Le piézoélectrique, c'est en fait quand on met un corps, on impose une certaine contrainte ou une certaine pression, donc ça peut être une émotion, mais ça peut être un stress, ça peut être aussi un impact physique. Ben, en fait, on va générer dedans des mouvements d'électrons qui vont aussi réorganiser les réactions de notre ADN. Donc, on a vraiment toutes ces données maintenant qui sont à notre disposition. Et donc, le corps, je reviens là-dessus, mais voilà, parce qu'on en reparlera pour l'atelier, finalement, on a l'impression que c'est quelque chose de très dense, qui a une matière physique solide, mais il y a énormément de vide entre nos atomes, on le sait, donc c'est quand même assez fabuleux de réaliser que notre corps, c'est une condensation, en fait, d'énergie qui a pris une certaine forme, finalement. Wow. Et alors, j'en arrive, ça c'est un petit schéma, dans ma vision, dans ma représentation de la physique des émotions. Je me suis inspirée, peut-être il y en a certains qui connaissent, quand il y a un incendie. Parce que pour moi, une émotion, ça peut être ça, quelque chose vraiment, justement, ça monte et ça part dans tous les sens, on n'arrive plus à arrêter. En fait, c'est le triangle, on parle de triangle du feu quand on parle d'un Là, je ne t'entends plus. Est-ce que vous entendez Aude-Valérie ? Alors là, je crois qu'on a une petite coupure. Est-ce que vous entendez Aude-Valérie ou pas ? Moi, je ne l'entends plus. On va attendre qu'elle revienne. On a un petit problème technique. Donc, si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant. Je vais pouvoir lui amener dès qu'elle va revenir avec nous. Alors, conversation de Aude-Valérie interrompue. Oui, non, ok, merci d'être là avec moi. Je me sens moins seule parce qu'on a notre intervenante là qui a disparu. Donc voilà, là vous ne l'entendez plus, moi non plus vu qu'elle est partie. Elle va revenir, on va attendre qu'elle revienne. Il y a un souci technique, Saad. Ouais, tout à fait. Alors, je vous invite, les amis, à noter vos questions, parce qu'elle est spécialisée pour les hypersensibles, les hauts potentiels et tout. Comme ça, je vais pouvoir lui amener les questions dès qu'elle va revenir. Si elle revient, je vais voir aussi si elle m'appelle, parce que là, on est en direct sans notre intervenante. Donc, c'est embêtant, mais j'espère qu'elle va revenir. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, on va pouvoir y répondre. Et sinon, je vais y répondre moi. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà envie de noter vos questions dans le chat ou si je remonte directement le chat. On va voir. Alors, en attendant qu'elle revienne, peut-être je peux... Ah, voilà, super. Ah, te revoilà. On est ravis. Je pense qu'il y a eu une coupure, peut-être. Tout à fait. Internet, à mon avis. Ouais, et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait on t'a attendu. Pause. On est ravis de te revoir et on te laisse poursuivre et après on prendra les questions. Ça fait une petite pause. Ok. Donc voilà. Donc pour continuer là-dessus et pareil, toujours en reprenant un peu le support là que j'aime bien. Ouais. En fait, on va avoir ces trois parties dans le cerveau. Donc le petit néocortex, là, la petite tortue qui est très très lent, qui va vraiment mettre du temps à comprendre les choses. Et donc, quand on a une émotion qui arrive, comme on s'est montré tout en bas, le temps qu'elle comprenne, des fois, l'émotion qui est représentée par le chat, c'est trop tard, c'est déjà passé. Et le cerveau reptilien qui, lui, comme il se charge des sensations, qu'il est connecté à notre corps, il a la priorité. Donc, dans l'atelier aussi, c'est-à-dire c'est comme si le cerveau reptilien, il va câliner, finalement, il prend en charge le chat, il prend en charge l'émotion. Donc, c'est le plus rapide aussi. Et puis, la petite tortue, elle est contente parce qu'elle n'a rien à faire finalement. Elle a juste à observer ce qui se passe. Elle n'a pas forcément à analyser tout le process qu'on a vu ensemble, quoi. Ok.
Alors, dernière partie, c'est les clés aussi. Enfin, j'en ai donné tout au long, mais pour un peu revisiter et puis restructurer comment mieux vivre ces émotions. Euh, pour moi, donc la première, c'est la connaissance de soi. D'accord. C'est souvent ce que je fais sur les accompagnements, c'est-à-dire, alors ça reste des thérapies courtes, hein, c'est pas sur des années, mais c'est juste reprendre conscience, voilà, des événements clés, de ces fameuses ombres, de ces fameux schémas qui peuvent être inconscients, qu'on porte et qui font quand même qu'on a toujours des répétitions finalement dans sa vie. Et c'est aussi dans cette étape identifier nos forces et nos potentiels. La deuxième étape, une fois qu'on est conscient de certaines choses, c'est arriver finalement à les libérer. Et là, c'est du domaine de l'intelligence émotionnelle. Je pense que j'y reviendrai aussi encore à la fin. D'accord. Et la troisième étape, c'est donc le travail, c'est toujours une vision assez globale des choses. Donc, quand je disais retrouver sa souveraineté intérieure, c'est vraiment se reconnecter à sa propre guidance, faire ses choix en conscience. Parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle permet aussi de prendre des décisions finalement qui sont justes. Ne pas se laisser submerger, ne pas être dans l'impulsivité, mais prendre conscience du message et ensuite finalement l'utiliser pour atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est une vision un peu plus globale, on va dire. Alors, pour finir, parce que c'est quelque chose aussi qui me tient vraiment à cœur, c'est cette intelligence émotionnelle. Là aussi, au niveau historique, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez récent. Parce que les premiers tests de QI, c'est dans les années 1904-1905. Il a fallu presque un siècle, en fait, pour qu'on commence à s'intéresser à l'intelligence émotionnelle. Donc là, voilà, la définition, les premières personnes qui ont travaillé dessus, c'est les années 90. Donc je cite Salovey-Meyer. Il y a aussi Daniel Goleman qui lui a écrit un livre sur le concept en fait de compétences émotionnelles. Et pour moi, donc le test, le premier test connu, c'est 97. Donc pareil, hein, le test, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est de prendre conscience de ses forces et de ses potentiels, et ensuite, si on a envie, de le développer, hein, puisque l'intelligence émotionnelle, elle évolue toute notre vie. Le QI serait plus figé, et encore c'est relatif, mais à partir de 18 ans, grosso modo, on a notre structure mentale, mais l'émotionnel, en fait, finalement, par nos expériences de vie, on évolue toute notre vie, en fait, là-dessus. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc pour rebondir là-dessus et faire le lien avec la sensibilité, quelles sont les forces aussi, chez les personnes, c'est arriver justement à mieux se comprendre, utiliser leur conscience pour observer ce qui se passe, et ensuite, cette intelligence du corps, le développer finalement encore plus. Mais c'est déjà là. C'est déjà quand il y a tous ces ressentis, quand il y a toutes ces perceptions, finalement, c'est juste arriver à les canaliser, à les utiliser ensuite pour soi, quoi. Et il y a eu plein d'études qui ont montré les forces de l'intelligence émotionnelle, à la fois sur nos relations sociales, sur notre confiance en nous, sur les réussites professionnelles, personnelles. Et je citais tout à l'heure donc la capacité aussi de prise de décision finalement. Et là, c'est un exemple de roue en fait qui montre toutes les compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, ce diagnostic, il est tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous le partager, parce que là, on la voit pas, la roue. Ah. Ouais. Alors, pourtant, logiquement, alors attends, il faudrait que tu refasses le partage en fait, parce que quand tu as été coupé, on n'avait plus de partage. D'accord, ça marche. Ok. Alors, hop. Ok. Alors, hop. Là. Je pense que là. Ok, génial. Ça y est. Ça doit être bon. Ok, voilà. Oui, là c'est plus clair parce qu'il y a pas mal de choses. En fait, c'est donc la roue. Donc c'est ce fameux Dr Baron, je disais, le premier qui a travaillé sur le test en fait de quotient émotionnel. Il a identifié 5 familles de compétences émotionnelles, et donc dans ces 5 familles, il y a encore des sous-indicateurs là-dedans. Mais en gros, il y a la famille donc se connaître, se percevoir, avoir conscience en fait de soi. Quand on a conscience de soi, on va pouvoir ensuite s'exprimer
oser se dire, oser rentrer en relation avec les autres. Donc là, on est dans la compétence relation humaine. On va pouvoir aussi prendre des décisions, donc résoudre des problèmes, avoir une certaine objectivité en fait dans sa vie et aussi mieux vivre son stress. Donc mieux gérer son stress aussi quelque part. Voilà. Donc ça, c'est un bilan qui, avec les connaissances qu'on a, qui peut être fait. C'est un peu une photo, finalement, un instant T. Quelles sont nos compétences et on peut s'en servir justement au niveau professionnel aussi. Donc j'accompagne aussi régulièrement là-dessus sur ces bilans-là qui sont un peu des vrais outils de connaissance de soi. D'accord. Je pense que je suis presque à la... Ouais, je pense que c'est l'avant-dernière. Ok, ça Mais marche. c'est un peu, le message derrière tout ça, hein, c'est nos émotions. Enfin, on a vu à la fois l'impact que ça pouvait avoir sur notre perception du monde. C'est aussi celles qui nous permettent de mémoriser, d'avoir des souvenirs. Et aussi, peut-être et au-delà de tout, c'est celles qui nous permettent d'aimer, d'être en connexion avec les autres. Donc pour moi, c'est notre vérité. C'est vraiment fondamental. Et se couper de ses émotions, c'est aussi se rejeter soi-même. Donc voilà, le message, ce serait d'apprendre à les écouter pour apprendre à aimer et être dans notre totalité. Voilà. Waouh, merci. Donc Merci avec les beaucoup. petites coupures, je pense que voilà, je suis arrivée à la dernière diapositive. Génial, bravo, bravo. Bravo pour ça. Alors, je mettrai tes réseaux sociaux dans le chat pour les Ouais, personnes qui ça aimeraient te marche. contacter. Là, déjà aussi, ils peuvent. Et on va prendre les questions et tout Ok. et tout. Génial. Alors, on a Laetitia. Quand je demandais qui est hypersensible, elle a dit hypersensible aussi. Cela n'a pas été facile dans les relations inter- et intrapersonnelles. Alors, on va regarder si on a des questions. Laetitia qui te demande l'hypersensibilité peut-elle être exacerbée par une succession de traumatismes? Oui, c'est ce que je disais, une partie Tout à de fait. tempérament et une partie liée à l'histoire de vie. Ouais. Et je pense peut-être on n'en parle pas assez encore de cette histoire de trauma et peut-être même de cette définition du trauma parce que j'ai des personnes qui viennent en me disant mais il n'y a rien eu de grave dans ma vie, j'ai vécu une enfance plutôt heureuse, globalement ça va. Oui, en surface, d'accord, peut-être la personne avait tout au niveau matériel, etc., mais dans son ressenti à elle, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle a entendu. Il y a des fois même des petites phrases pour un enfant parce qu'un enfant n'a pas avant 7 ans il est complètement éponge émotionnelle et encore plus pour les personnes hautement sensibles, mais il n'a pas de filtre, donc il va tout prendre pour une vérité. Et quelle est sa perception à lui en fait? Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? Quel type de croyance arrive dans son esprit? Et oui, tout à fait. c'est pour ça que pour moi c'est important de voir les deux choses, ouais. Et Laurence qui nous dit je suis hypersensible et ce qui m'a aidée c'est la méditation. Ouais. T'en fais toi de la méditation? Oui, j'ai tout à fait. Alors pareil, j'ai évolué dans les pratiques. J'ai essayé différents types de méditation. Ce qui est chouette actuellement, je pense, aussi grâce aux chaînes comme Le Grand Changement, mais parce qu'on diffuse de plus en plus des outils différents. Donc après, c'est à chacun de trouver son propre outil finalement. On est plus dans l'embarras du choix qu'il y a quelques années, on en parlait moins. Et je pense que c'est pas hésiter à expérimenter différents types de méditation, mais oui, parce que la méditation, pour moi, quand j'étais là sur mon triangle et se dire on a 3 composantes quand il y a une émotion qui arrive, qui nous déborde, c'est l'aspect, l'origine, donc c'est le déclencheur. Donc là, ça peut être un déclencheur d'histoire de vie. Ça peut être les pensées. Donc là, on est bien sûr là-dessus, sur l'aspect méditation. On va laisser passer les pensées, on va les laisser nous traverser plutôt que vouloir les traverser en fait. Et puis l'aspect corps, quoi. Mais c'est un des piliers, ouais. Je trouve que c'est très intéressant, ouais. Ok, merci. On a Armel qui nous fait un commentaire intéressant. Elle dit des émotions peuvent arriver de différentes façons. L'insécurité, le doute, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, le découragement et bien d'autres. Ces émotions peuvent être nécessaires pour rebooster, mais cela peut être le contraire. Tout est à réguler en fonction de la personne. Les fleurs de Bach sont extra pour aider à réguler les émotions. Complètement.
Bah, c'est Ok. voilà, un petit truc en plus. Oui, 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 tout à fait. Et puis, le docteur Bach, oui, c'est sur les émotions. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Pareil, maintenant, Ouais. je sais que c'est développé. Enfin, il y a des élixirs andins, enfin, qu'ils ont développé la gamme. Et pareil, c'est génial, quoi. Il y a d'autres énergies. On prend un petit peu dans le monde entier, quoi. Donc, ouais. Tout à fait. Alors justement, on vous invite à nous rejoindre pour l'atelier qui va se passer dans un mois et que vous pouvez vous procurer à tout moment. Je vous ai mis le lien parce que ça va être passionnant sur toutes ces choses que vous allez pouvoir apprendre en tant qu'hypersensible. On a Dame qui nous dit: comment prendre la colère d'une autre personne sereinement? Je citais ça, je crois, tout à l'heure. Une piste, hein, c'est peut-être pas la seule. Mais déjà, Ouais, est-ce que cette colère vous est personnellement adressée, en fait? Des fois, on prend des choses justement, on croit qu'on est la personne directement concernée. Alors, en fait, peut-être que il y a eu un autre déclencheur avant même, que la personne ouais, aussi est montée en pression, etc. Et donc, bah oui, ça vous arrive. Je dis pas que c'est confortable, mais déjà de relativiser en disant, je prends pas pour moi là cette remarque, cette réflexion, ça aide déjà, moi je trouve, à prendre du recul, quoi. mm, C'est merci. souvent une piste assez intéressante, quoi. Mm. Ok. Alors tu sais, on a Rebecca, quand tu parlais des émotions, elle t'a demandé quel parallèle pourriez-vous faire avec un sentiment, s'il vous plaît? Ok. Alors, dans ma vision, derrière le sentiment, il y a une notion de stabilité dans le temps. C'est-à-dire qu'un sentiment, on va prendre l'état amoureux par exemple. Alors, il y a une émotion bien sûr au début. On peut avoir un coup de foudre ou des fois ça se met en place petit à petit. Hein. Il y a des choses, ça dépend, pas de généralité, mais en tout cas, on sait qu'un sentiment amoureux, ça dure un certain temps. Et aussi, on contacte cet état affectif, même si le stimulus n'est pas là, n'est pas présent. C'est-à-dire, on ressent de l'amour pour la personne, même si on l'a pas forcément de visu, en face. Ouais, Ce qui alimente, ce qui entretient le sentiment, pour moi, c'est que ça passe par une représentation mentale aussi. Voilà, on pense à la personne, c'est ce qui fait qu'on entretient cette émotion qu'on ressent. Mais les sentiments, c'est des états, pour moi, oui, plus complexes, affectifs, puisqu'on peut avoir des mélanges d'émotions finalement aussi dans les sentiments. ok. Alors, je suis en train de chercher les questions pour toi. Alors, on y est presque. Voilà. On a Bug qui te demande comment un hypersensible vit le rejet et la solitude. Mm. Eh ben, en général, enfin, les personnes que j'ai, puis tu peux compléter parce que tu en reçois aussi. Mais c'est vrai Ouais, que ouais, souvent, c'est ça. La première des choses, c'est une souffrance liée au sentiment de décalage, de différence, qui engendre une solitude parce que justement, on se sent décalé. Donc voilà, c'est un cercle un peu vicieux. Hein, on n'ose plus parler. On se dit bon, c'est pas la peine parce que de toute façon, on va pas comprendre ce que je dis, etc. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses à explorer. Donc il y a le mot rejet qui apparaît dans la question. Pareil, ce rejet, est-ce qu'il vient d'une blessure d'enfance? Je citais là l'exemple du petit garçon, hein, c'était vraiment cette blessure de rejet, quelque part. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une mémoire par rapport à un ou plusieurs événements, parce qu'il peut y avoir une répétition dans ces traumas, entre guillemets, qui fait qu'ensuite, on a ce ressenti de blessure, de rejet. Là, je suis vraiment en lien avec Lise Bourbeau, hein, par exemple, dans ce qu'elle dit au niveau des blessures de l'âme. Bon, c'est une première piste. Maintenant, il y a peut-être une autre, j'apporterai aussi un autre éclairage. Peut-être aussi, parfois, on confond la résistance et le rejet. Je prends l'exemple, alors les personnes, pour moi, hautement sensibles, ont dans leur fonctionnement cognitif, souvent une vision très globale. C'est souvent des visionnaires, c'est-à-dire ils voient vite le résultat des choses sans forcément arriver ou être capable d'expliquer toutes les étapes. C'est pas linéaire comme fonctionnement. Donc, le cerveau fonctionne, au lieu d'être convergent, il va être divergent. C'est-à-dire, il va ouvrir plein de pop-up dans sa tête pour trouver plein en fait de pistes, mais des questions en fait. Il va pas forcément fonctionner solution. Donc déjà, est-ce que quand on dit quelque chose dans un milieu, une idée un peu nouvelle par exemple, mais qu'on ressent très profondément à l'intérieur, est-ce que c'est du rejet ou est-ce que c'est de la résistance? J'explique. Le rejet, ce serait plus lié à une blessure personnelle, comme je l'évoquais tout à l'heure. La résistance, pour moi, elle est normale.
quand on arrive avec une idée visionnaire nouvelle, il y a un besoin en face, un temps d'adaptation. Et pour moi, ce phénomène de résistance, il est naturel en fait. Il fait partie du processus. C'est déjà dire ah oui tiens, ok, on n'avait jamais pensé à ça, ça change un peu, ça bouscule quoi. La zone de confort, l'humain il aime bien être dans une certaine zone de confort, de stabilité. Donc la résistance, vous voyez qu'elle est pas pareille en fait que le rejet. Et du coup, la voir comme ça, on le vit aussi moins personnellement. On se dit c'est normal, il faut aussi du temps pour que l'autre en fasse ou les autres en fassent. Et peut-être aussi ça peut s'apprendre, la communication, la façon de s'exprimer, la façon d'expliquer des choses. Et ben oui, de fragmenter parce que le mode de raisonnement n'est pas le même que pour une personne qui n'est pas, je vais dire, zèbre entre guillemets, ou pour mettre aussi d'autres catégories dedans, parce qu'il n'y a pas que les hautement sensibles qui raisonnent de cette façon. Merci. Alors, on a Myriam qui te demande comment faire avec les émotions envahissantes, avec l'hypersensibilité qui nous impacte. Faut-il en parler ou faire avec? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le faire avec, je ressentirais un peu une résignation, on va dire. Enfin, dans la réponse, peut-être je me trompe. Il y a une différence pour moi, entre accueillir une émotion et accepter. Accepter, c'est un peu cette idée de, ouais, si j'avais une baguette magique, finalement, je vivrais les choses différemment, quoi. J'aimerais quand même bien changer le truc. C'est une sorte un peu de deal avec la vie, mais vous voyez qu'il y a un peu, pas donnant, quoi. C'est pas l'accueil, c'est vraiment cette ouverture à ce qui est. Et en fait, se laisser traverser plutôt que vouloir traverser. Et plus on va ouvrir à ce niveau-là, plus ça va passer rapidement, plus on va comprendre le message, on va comprendre l'utilité, donc on va moins se fâcher contre ses émotions, en fait, quelque part. Donc ça va moins nous envahir. Quand il y a cette idée d'envahissement, c'est est-ce qu'on n'a pas écouté, et du coup, bah oui, c'est mon petit messager tout à l'heure là qui frappe derrière la porte et qui se fait pas entendre, donc ça augmente. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas envie, qui a peur aussi des fois de ressentir les émotions, même si on est vraiment sensible, parce qu'on peut avoir peur d'avoir peur, par exemple. Donc voilà, il y a toutes ces questions à voir. Alors en parler, ça dépend si c'est l'aspect émotion ou hypersensibilité. Personnellement, mais c'est vraiment très personnel, je n'incite pas forcément à dire aux personnes, mais vous pouvez dire que vous êtes hypersensible, parce que c'est se mettre dans une étiquette, c'est se mettre dans une case. Et je pense que dans le processus, dans le cheminement, c'est intéressant de se reconnaître là-dedans. C'est une étape, mais c'est pas une fin en soi. Et l'utiliser comme un prétexte ou un moyen de défense, de dire je suis différent, donc on renforce cette différence-là. Par contre, de dire à des personnes, je sais pas si c'est dans le monde du travail, mais à des collègues, j'ai du mal avec les réunions parce que je me sens stressée, et parler de ces émotions de cette façon, où j'ai besoin de me ressourcer parce que je ressens beaucoup de choses, c'est différent. Donc, on peut en parler peut-être, oui, si on trouve qu'il y a une écoute et que c'est intéressant, et pourquoi pas, mais sans forcément étiqueter. C'est ça que je veux dire, quoi. Ok, merci. On a Armel qui dit hypersensible, ce qui m'a aidé, ce sont les fleurs de Bach et le Reiki et la méditation. Donc, tu vois, elle confirme ce que tu disais. Ouais. Alors là, on a une question très intéressante de Laetitia qui te demande: un hypersensible est-il plus enclin à être dépendant, addiction avec ou sans produit, stressé et ou dépressif, du fait qu'il utilise davantage la sérotonine et la dopamine? Qu'est-ce que tu penses? Alors, c'est très intéressant. Alors, comme dit, il n'y a pas toutes les réponses dans ce que j'ai lu. Donc, effectivement, je parlais de l'insula. L'insula, donc, qui est plus active pour les personnes hautement sensibles. Et effectivement, alors je parlais, le siège un des sièges de la conscience, parce qu'on va pas mettre tout là-dedans, mais il y aurait aussi, par rapport à cette zone-là, justement, le lien à la dépendance, parfois. Ouais. Donc, c'est des études en cours, parce que on sait pas tout, mais voilà. Peut-être à ce niveau-là. Alors, utiliser en fait, oui, donc c'est l'utilisation, c'est pas les taux de sérotonine, en fait, qui sont différents, c'est l'utilisation, effectivement, qui est différente. Pour moi, il y a plus de potentiel à être stressé, oui, quand justement on se laisse déborder, envahir par ses émotions. Moi, je parle, oui, d'état dépressif ou de nostalgie, etc., d'état où on est plus comme ça. Mais c'est, encore une fois, c'est pas une fin en soi non plus. En fait, c'est pas quelque chose qu'on
qu'on traîne toute sa vie, en fait, entre guillemets. Okay. Hein, c'est pas linéaire, mais je dirais les vagues sont quand même, les bas sont moins bas, entre guillemets. Ouais, plus on apprend à se connaître, hein, Ouais. Merci pour ces réponses. Les auditeurs te remercient beaucoup pour tes réponses. On a Bug qui te dit « Ah ben oui, merci, c'était une réponse très intéressante. » Tu as plein de merci et tout et tout. Super. Alors, regarde, on a un autre ici. Je ne les mets pas tous, mais il y en a plein. Okay. Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai une question pour toi, c'est est-ce que tu penses que les hypersensibles vibrent sur une longueur d'onde à eux? Si, alors je te prends au pied de la lettre, mais je dis si ils vibrent, c'est d'arriver à trouver quand même des fréquences de résonance avec d'autres, parce que je pense que le but, c'est pas non plus, ce que je disais, de se couper des autres et de vivre que avec des hypersensibles en disant c'est que ces personnes-là qui peuvent me comprendre, parce que je pense que toute personne a beaucoup en fait à nous amener sur notre chemin. Oui. Et ça nous aide aussi d'avoir ces différences en fait, ces singularités peut-être plutôt que différences, parce que justement le fait de devoir expliquer les choses tout simplement avec un autre mode de pensée que celui qu'on a. On dit bien, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc. C'est un autre exercice, c'est aussi une façon aussi de se dire, de s'exprimer, de communiquer, d'être en lien en fait avec les autres. Et puis je pense que au-delà de cette longueur d'onde, comme la vie est une oscillation, on n'a pas une même longueur d'onde, une même énergie toute notre vie. Je pense que c'est plus des ondes, c'est des vagues. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Mais c'est aussi toute notre beauté, toute notre richesse. On a cette connaissance, je disais, des creux, mais on oublie des fois aussi cette capacité à monter aussi haut en termes de vibration, j'aimais beaucoup ce que disait Pierre Rabhi, voir la beauté cachée, par exemple, des choses, qui est aussi dans ces forces de sensibilité qu'on a. Mais oui, on sait qu'on a des émotions plus intenses, voire des sous-familles d'émotions, des émotions secondaires encore plus nuancées, il y a plus de choses, plus de subtilité. Alors, je ne sais pas. Ok. Super. Alors, on prend encore quelques questions. Cette conférence, elle est passionnante, j'adore. Vous avez donc l'atelier si vous voulez poursuivre avec nous. On a Daisy qui te demande comment peut-on aider une personne qui n'a pas conscience que ses émotions viennent d'elle-même et peuvent lui parler d'elle et la servir quand elle en souffre profondément, colère, frustration? Je m'arrêterai à la première partie de la question. Déjà, c'est pourquoi veut-on aider cette personne ? Et est-ce qu'elle souhaite être aidée en fait? J'entends bien la préoccupation derrière et on a souvent le cas, par exemple quand on est maman, je cite cet exemple, mais pas forcément, c'est peut-être pas du tout ce cas-là, ou une personne qui nous est chère. Mais encore une fois, est-ce qu'on va être dans le rôle du sauveur? Et est-ce que la personne a envie? Je pense que la porte, on peut donner des outils, bien sûr, il en existe. On est d'accord. C'est ce que je propose, sur l'identification des émotions, etc., la régulation émotionnelle. Mais ensuite, la porte peut s'ouvrir que de l'intérieur, en fait. D'accord. Et cette idée de conscience, je ne sais pas. Est-ce que ça va être vraiment en lui apportant un outil, ou est-ce que c'est uniquement déjà par votre propre rayonnement à vous que vous pourrez peut-être l'impacter? Si vous-même vous êtes bien avec vos émotions, c'est aussi une façon d'impacter les autres, qui est pas forcément directe, qui est indirecte, mais qui est naturelle, qui est spontanée, qui n'est pas dans le vouloir, qui est dans l'être. En fait, c'est un peu. Moi, j'aime bien. Un de mes slogans, c'est rayonner votre sensibilité, mais le rayonnement, c'est ça. Le soleil, en fait, il rayonne naturellement, il brûle pas, il va pas vouloir effectivement transformer tout le monde, mais il peut quand même faire bouger des choses, mais uniquement parce que tout est déjà là, parce qu'il a déjà tout en lui finalement. Merci. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter, tous les hypersensibles. Et puis, on a Marjolaine qui te demande « Super, où peut-on trouver votre test, s'il vous plaît ?» Est-ce que tu peux nous redire où il est? Ouais, alors en fait, pour le trouver, donc c'est sur mon site internet, il y a l'onglet blog. Et après, dans le blog, effectivement, il y a un article qui s'appelle « Suis-je hypersensible ?» en fait. Ouais. Ok.
Génial, waouh. Alors moi, je te pose encore une question, puis après on va se laisser sur ces beaux moments. Qu'est-ce que tu penses des couples d'hypersensibles? Est-ce que tu penses que ça peut donner quelque chose de beau, un beau feu d'artifice? Ou bien, pour que ça marche, qu'est-ce que tu conseillerais pour tous Ouais, ces ouais. hypersensibles qui cherchent Il y l'amour? a, il y a plein de théories. Je sais qu'il y a des personnes qui prônent effectivement le fait que un hypersensible ne peut être bien qu'avec un autre hypersensible. Et en même temps, je pense que l'amour est beaucoup plus vaste que ça. Encore une fois, est-ce qu'on se limite? C'est comme je disais tout à l'heure, finalement, des singularités, ça peut aussi être vu comme des compléments. Ça peut être vu comme une façon d'expérimenter une autre forme d'amour, une autre compréhension. Et puis, ça dépend. Si ces deux hypersensibles sont deux écorchés vifs qui n'ont pas du tout, justement, peut-être conscience de leurs émotions, ça peut créer peut-être des étincelles, mais des étincelles qui brûlent, quoi. Ouais, Donc, en fait, je pense qu'au-delà du tempérament, c'est peut-être une question de conscience, hein, ce qui est peut-être plus vaste, voilà, que l'aspect est-ce que c'est hypersensible ou pas. On peut se connecter, voilà, sur des valeurs, sur des envies, des besoins communs, sans forcément que la personne en face soit dans le même champ de sensibilité. Et en même temps, on peut aussi transférer, on peut aussi apporter des choses comme la question d'avant, mais encore une fois, hein, sans vouloir être le thérapeute de l'autre personne, sans vouloir se dire mais mon conjoint, il comprend rien du tout au niveau émotionnel, il faut absolument que je lui donne des outils, mais il a peut-être pas envie et peut-être que vous lui apportez déjà par votre façon d'être, votre façon de vous comporter, façon d'agir, etc. C'est là où vous pouvez l'inspirer éventuellement, mais sans forcément lui dire ou sans forcément en parler, ça se fait naturellement en fait. Donc, je pense pas qu'il y ait de cocktail entre guillemets miracle. Ça peut être très chouette, mais ça dépend. Moi, je pense surtout de l'état de conscience en fait des deux personnes. Je pense que c'est plus impactant peut-être que l'aspect tempérament. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, qu'est-ce que tu nous dirais en conclusion en fait de cette conférence d'important pour toi? Mais en fait, d'apprendre si ça vous parle, si ça résonne, à aimer en fait ces émotions, même si certaines sont désagréables. Je le dis pas comme une injonction parce qu'on entend souvent beaucoup le aimez-vous, etc. Et ça fait en fait je trouve une pression de plus et un conditionnement de plus qu'on s'impose. En fait, c'est cette injonction d'aimer ou d'apprendre à s'aimer. On peut pas y arriver comme ça. C'est éventuellement le résultat d'un cheminement. Mais en tout cas, savoir que ce chemin existe, qu'il y a des outils, que maintenant, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, enfin, il y en a qui existent et que l'intelligence émotionnelle n'est pas innée, mais elle peut être développée. Donc, je pense que c'est les deux principaux messages et que c'est une vraie richesse parce que c'est aussi cette liberté intérieure dont je parlais, arriver à retrouver qui on est au-delà de toutes ces limitations qui viennent des fois de conditionnement finalement. Ok. Merci beaucoup Aude Valérie pour ta présence parmi nous, pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, on se retrouve donc pour la suite de l'aventure avec l'atelier. Au mois de mars, parfait. C'est ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Annelise. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.